Bonjour les parents qui cheminent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'écoute. C'est un thème qui m'est cher parce que je crois qu'il est réellement fondamental dans toute la démarche d'éducation bienveillante, positive, consciente. Et alors, consciente, c'est un bon mot parce que justement, on n'est pas conscient, qu'on ne sait pas écouter. L'écoute, c'est un mot simple. On a l'impression qu'on sait tous faire ça. On discute tout le temps avec d'autres gens et puis on parle et on écoute. C'est logique. En réalité, quand on se penche sur cette notion, on se rend compte à quel point on est souvent à côté de la plaque. D'abord, premier piège, c'est le fait de vouloir intervenir tout de suite. Il y a une étude qui dit qu'on est interrompu en moyenne au bout de, je ne sais plus si c'est 7, 17 secondes, peut-être c'est 14, je ne sais pas. Mon chiffre est faux, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on laisse peu d'espace aux gens pour s'exprimer. Et les gens nous laissent peu d'espace en retour. Ça, c'est déjà un premier signe du fait que finalement, on ne sait pas écouter. Donc, écoutez, ça commencerait déjà tout simplement par se taire un peu plus pour laisser l'espace aux gens de s'exprimer. Ne serait-ce que parce que dans les moments où ils s'expriment, ils ont eux-mêmes un fil de pensée qu'ils sont en train de suivre et ils sont eux-mêmes en train d'affiner leur propre raisonnement, leur propre pensée sur la question. Donc, leur laisser l'espace. Mais surtout, ce qui vient interrompre, ce qui vient poser un vrai obstacle sur notre démarche d'écoute, c'est une tendance qu'on a dans toutes nos relations, mais alors en particulier en tant que parent, c'est celle de vouloir résoudre les choses. On a l'impression, peut-être parce qu'on a l'habitude en tant que parent d'être un peu un guide pour nos enfants et de leur donner des indications sur pas mal de choses, que quand ils nous livrent quelque chose, l'idée c'est qu'on trouve la solution à la situation. Je vais vous donner un exemple très parlant. J'ai eu un échange récemment avec une maman, Corinne, qui m'écrit « Quand ma fille de 5e me dit qu'elle aimerait sécher les cours parce qu'elle n'aime pas la prof ou l'activité que la prof a prévue, ça m'agace parce que ces plaintes sont fréquentes et que je ne peux que lui dire qu'elle doit assister aux cours, même si elle ne s'y sent pas bien. » Et cette anecdote-là, elle est très parlante. Parce que voyez bien ce qui se passe. La fille de 5e dit qu'elle aimerait sécher les cours parce qu'elle n'aime pas la prof ou qu'elle n'aime pas l'activité. La maman, ça l'agace parce qu'elle n'a pas de solution pour elle. Elle ne peut, et c'est ça qu'elle écrit, je ne peux que lui dire qu'elle doit y assister, même si elle ne s'y sent pas bien. Et ça, c'est parce que la maman se sent démunie, elle n'a pas de solution pour elle. Elle aimerait pouvoir donner une solution à sa fille par rapport au fait qu'elle n'aime pas les cours et qu'elle aimerait sécher. Elle n'a pas de solution. T'as beau ne pas aimer les cours, t'es obligé d'y aller. Et du coup, comme elle n'a pas de solution, elle n'écoute pas ce que lui dit sa fille, et même, non seulement elle ne l'écoute pas en lui répondant attends, il n'y a pas le choix, on y va, parce qu'elle cherche ce qu'on peut faire face à la situation, non seulement elle n'écoute pas, mais même elle s'agace intérieurement, probablement parce qu'elle-même se sent démunie sous l'angle de qu'est-ce que tu veux que je fasse à cette situation. Mais en fait, si on y réfléchit bien, si on s'arrête 2 secondes, cette fille n'a pas forcément envie que sa mère fasse quelque chose dans cette situation. Elle est juste en train de partager ce qu'elle vit. Elle dit « Oh là là, j'aimerais bien pouvoir sécher les cours parce que cette prof-là, je ne la supporte pas. » Et une vraie écoute, ce serait de dire « Ah ouais, à ce point-là, il y a quelque chose, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez elle ?» Et là, la fille a un espace. Tu vois, quand elle nous parle comme ci, comme ça, ah ouais, effectivement, ça ne doit pas être agréable. Et ça lui arrive souvent ou... Voilà, on s'intéresse à elle. On est dans l'écoute. Et oui, c'est vrai, à la fin, même si ça ne lui plaît pas, elle va devoir aller en cours. N'empêche qu'elle aura eu un espace dans lequel elle aura pu s'exprimer et se sentir écoutée, justement. Et ça crée le lien. Et d'ailleurs, quand Corinne écrit que ces plaintes sont fréquentes, il est fort probable que la raison pour laquelle les plaintes sont fréquentes, c'est justement parce que quand elle se plaint, elle n'est pas écoutée. Tout être humain a réellement envie d'être entendu dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse. Et donc, quelque part, si la plainte se répète, c'est parce que peut-être que c'est une manière un peu maladroite de chercher qu'à un moment, quelqu'un lui dise « Ah ouais, ça doit être dur !» Et c'est tout, elle a envie d'être entendue, cette fille. Et c'est incroyable à quel point, quand j'ai découvert ça au début de mon cheminement, à quel point recevoir ce que vivait l'autre, valider ce que vivait l'autre, sans chercher une solution, juste l'entendre dans ce qu'il vit, ça pouvait apaiser la personne en face. En fait, il n'y a rien de plus apaisant
que d'être entendu, même quand il n'y a pas de solution. Et c'est fou parce que ce biais-là qu'on a de vouloir chercher des solutions, il est tellement présent dans notre société, avec les enfants, mais même entre adultes, que ça reste un réflexe, une façon de réagir qui est automatique. Ça nous est encore arrivé le week-end dernier, alors que nous, ça fait quand même des années maintenant qu'on pratique l'écoute et qu'on sait que c'est comme ça qu'on fait. Ça nous est encore arrivé le week-end dernier où notre fils Anatole devait aller, il avait un rendez-vous qui était prévu, il avait choisi d'y aller d'ailleurs, et au moment de se préparer à partir, il dit en fait, finalement, j'ai pas envie d'y aller. Et dans le contexte dans lequel on était, il n'était pas question de ne pas y aller. Et donc, mon mari commençait à lui dire bah oui, mais ça va pas être possible. Et puis également, essayer de le rassurer sous l'angle de tu vas voir, ça va être chouette parce que, etc. Et quand j'ai commencé à écouter et à dire ouais, t'as pas envie d'y aller, tu regrettes finalement d'avoir pris cette décision. Nicolas me disait oui, mais bon, il n'y a pas le choix. Et je lui disais mais ok, je ne suis pas en train de chercher une solution, je suis juste en train d'entendre ce qu'il dit. C'est pas parce qu'il va y aller de toute façon qu'on ne peut pas valider le fait que là tout de suite il n'a pas envie d'y aller. Et mon mari m'a dit bah oui, effectivement, il le sait très bien ça dans la théorie. C'est juste que c'est tellement habituel dans notre environnement de basculer en mode solution qu'on a l'impression que quand il n'y a pas de solution qui existe, il vaut mieux pas écouter le cas. Alors qu'en fait, ça fait du bien de s'écouter. Voilà, donc ça, c'est vraiment un obstacle très fort dans notre démarche d'écoute. Et si vous vous en rendez compte, je vous encourage à essayer de prendre les choses différemment. D'autant plus que quand on résout les choses pour quelqu'un d'autre, imaginons même qu'il y ait, parce que là je vous parle de cas où de toute façon la solution n'existe pas, et donc on a du mal à écouter parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais même imaginons qu'il y ait des solutions, et qu'effectivement qu'on puisse suggérer, qu'on puisse réagir avec des suggestions, des pistes, etc. En fait, là non plus, c'est pas de l'écoute. Et en plus, ça envoie le message à l'autre, grosso modo, que on pense, inconsciemment évidemment, qu'il n'est pas capable de trouver ses propres solutions. Et donc, il nous partage son histoire, et nous, on va répondre avec nos suggestions, nos solutions, en lui disant ce qu'il doit faire, enfin, en tout cas en donnant nos conseils, etc. Alors qu'en réalité, un vrai message de confiance, c'est de recevoir ce qu'il nous dit et de le laisser trouver sa propre solution. Parce qu'en fait, la personne en face de nous a les ressources pour trouver sa propre solution. Elle n'est pas un problème à résoudre, mais un être humain à rejoindre, comme dit Thomas Dansbourg. La personne en face de nous n'est pas un problème à résoudre, mais un être humain à rejoindre. Donc l'idée, c'est réellement de rejoindre cette personne et de l'écouter et éventuellement, on peut lui poser des questions de l'ordre de « Ah ouais, effectivement, ça ne doit pas être simple. » Et du coup, tu as réfléchi à ce que tu allais faire si on pense réellement qu'elle a besoin de soutien dans cette démarche-là. Mais elle est tout à fait capable de trouver sa propre solution. Nos enfants y compris. Alors bien sûr qu'ils ont moins d'expérience que nous, mais déjà rien que prendre ce temps de réflexion de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils peuvent faire, etc., c'est développer des compétences dont on suppose qu'ils ne les ont pas parce qu'on va leur donner nos conseils nous-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment un espace qu'on peut leur offrir qui est très fort et un message de confiance qui est très fort. Et s'ils se retrouvent bloqués, moi il m'arrive même que les enfants demandent carrément « Qu'est-ce que tu ferais toi ?» Et dans ces cas-là, on peut, évidemment, il y a un espace dans lequel on peut aussi suggérer des solutions s'ils se retrouvent un petit peu bloqués. On peut leur dire même avant qu'ils posent la question, leur dire j'ai l'impression que tu es un peu perdu, tu as envie d'avoir des suggestions ou pas? Déjà, on peut poser la question. Et si c'est lui qui pose la question, moi, ça m'arrive de répondre si tu veux, je peux te dire ce que moi je ferais à ta place, mais ce sera ma solution, ce ne sera pas la tienne. Je ne sais pas si elle te conviendra. Parce que c'est ça qui est important. Nous, on n'a pas la réponse universelle de leur situation. C'est eux qui l'ont. Ce qu'on peut faire, c'est être là en soutien. Et écouter, c'est déjà un soutien énorme. Voilà. Deuxième cas, deuxième gros obstacle à l'écoute, c'est le désaccord. Cette idée que parfois, c'est pas une idée, pardon, c'est le sentiment qui peut naître quand parfois on n'est tellement pas d'accord avec ce que notre enfant nous dit. Et là, on a tendance à basculer
dans une espèce de lutte de pouvoir, ou en tout cas de rapport de force, plutôt, dans lequel on a envie, grosso modo, de démontrer qu'on a raison et que lui, il a tort. Et, et, et cette idée du fait que quand il y en a un qui a raison, l'autre a tort, et qu'on est toujours en opposition, c'est un des principes, une des postures qui crée le plus de difficultés dans les relations. Et moi, j'adore cette phrase qui dit « Ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort ». On peut avoir tous les deux raisons à la fois, tout simplement parce qu'on a des perspectives différentes sur les choses. Quand j'aborde cette notion en classe, je le fais très simplement en écrivant un 6 sur un papier et en mettant ça entre deux personnes qui se font face. Et évidemment, l'un voit un 6, l'autre voit un 9. Et ils ont tous les deux raison. C'est réellement une question de perspective. Et donc, plutôt que de se mettre en opposition par rapport à ce que va nous dire notre enfant, parce qu'on considère que sa perspective est fausse et on veut lui démontrer que nous, on a raison, on peut tout à fait, au contraire, se mettre en posture d'écoute pour essayer de comprendre sa perspective. Alors, bien sûr que, encore une fois, on a des années d'expérience qui font que peut-être on a des éléments un peu plus sérieux. Parfois, parfois non. Parfois on touche à des sujets sur lesquels ils s'y connaissent beaucoup mieux que nous. Mais il peut y avoir des situations dans lesquelles on a des éléments sur lesquels qui font que on a plus de chances, entre guillemets, que notre point de vue soit valide que le leur. Mais en fait, peu importe, parce que quand on va aller quand même à la découverte de leur point de vue, ça va nous permettre de les aider à développer leur sens critique, ça va nous permettre de consolider le lien avec eux, ça va nous permettre de mieux comprendre ce que eux vivent et comment ils abordent les choses. Et dans tous les cas, on est complètement dans un renforcement de notre connexion, de notre lien, qui va d'ailleurs avoir un effet hyper positif ensuite sur la coopération dans la famille. Parce qu'on a envie de coopérer avec les gens avec qui on se sent en lien. Donc même si on n'est pas d'accord avec eux, on peut essayer de les comprendre. Et il y a une image que j'ai envie de vous donner ici, qui m'a été offerte par une personne qui suivait avec moi le séminaire d'approfondissement de la communication non violente en présentiel il y a quelques semaines, que j'ai trouvé absolument génial. Elle disait qu'elle suivait un programme un programme de couple qui était quelque chose qui se faisait, je ne sais pas si c'était mensuellement ou quoi, mais c'était une espèce de soirée organisée régulièrement. Donc ils faisaient ça régulièrement, des soirées comme ça autour du couple. Et ils avaient cette image du pont, le pont qui rejoignait un monde à l'autre en fait. Et donc l'image veut que chacun soit d'un côté du pont, en fait, que le monde de chacun soit d'un côté du pont. J'ai mon monde d'un côté, et puis il y a un pont et il y a ton monde de l'autre côté. Et donc, de temps en temps, la démarche était, est-ce que tu veux bien prendre le pont et venir dans mon monde ? Et quand on fait ça, quand on prend le pont pour aller dans le monde de l'autre, c'est là qu'on est vraiment à l'écoute de ce qui est vivant chez l'autre, comme on dit en CNV. C'est-à-dire que je suis dans le monde de l'autre. Mon monde à moi, il compte pas. C'est ce moment-là où je suis dans le monde de l'autre, c'est le moment où je suis pleine de curiosité pour essayer de comprendre comment ça marche dans ce monde-là. Et c'est ça l'écoute, c'est être dans le monde de l'autre, c'est le rejoindre là où il est. À partir du moment où j'arrive à le poser comme une image comme ça, moi j'aime bien cette image parce que ça veut dire que mon monde à moi, je l'ai laissé derrière, temporairement. Donc je vais réellement être dans cette posture de curiosité et de découverte. Et donc quand mon enfant me raconte quelque chose, si je décide d'aller dans son monde, je vais dire ah oui, tu vois les choses comme ça toi, d'accord, et alors pourquoi dans ces cas-là c'est comme si, et ah d'accord, et alors, et qu'est-ce qui te fait penser ça, et est-ce que c'est tout le temps comme ça, et etc. et etc. Et on va poser des questions pour essayer de découvrir ce monde-là. Le fait de découvrir ce monde-là, ça ne veut pas forcément dire qu'il nous plaît, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'on y trouve. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va repartir avec les mêmes principes parce qu'on est convaincu. Ça veut dire qu'on essaye de visiter en fait. Et une fois qu'on a visité, une fois qu'on a rejoint l'autre, on peut lui dire, par exemple, ah bah tu vois c'est marrant parce que moi je vois pas du tout les choses comme ça. Est-ce que tu veux bien retraverser le pont et puis venir dans mon monde à moi ? Et là je vais t'expliquer comment c'est chez moi. Bien sûr. Et là on passe non plus en écoute mais en expression de soi. Mais d'abord, on est en phase d'écoute dans laquelle
on a le droit d'avoir des perspectives différentes. C'est pas invalidant. Voilà, j'espère que ces deux grands obstacles de la recherche de solutions et de la différence vous parlent, vous permettront, j'espère surtout que vous les garderez à l'esprit pour en être conscient quand vous voyez que ça vient se mettre en chemin, enfin ça vient bloquer l'écoute que vous pouvez avoir face à vos enfants. Parce que le jour où on arrive à lever ces obstacles-là et à se mettre vraiment en connexion, ça facilite énormément les relations, les échanges et la suite. N'oubliez pas de partager ce podcast avec ceux que ça pourrait inspirer et je vous retrouve dans un prochain podcast. À bientôt!